Merci à vous d'être venu assister à cette petite intervention à travers laquelle je vais vous parler d'optimisme. Je vais essayer d'être le plus positif possible afin que vous sortiez en étant conscient de vos capacités à réussir. Je ne vous parlerai pas de handicap, du moins je vais juste effleurer le sujet. Je ne voudrais pas que vous pensiez que vous êtes face à une personne handicapée, mais plutôt une personne avec une petite différence. Je ne pourrais pas vous parler ainsi si je n'avais pas croisé un phénomène psychologique qui a des pouvoirs illimités, quel que soit votre âge, votre sexe, votre couleur de peau et même votre physique. Certains ont peut-être compris que ce phénomène s'appelle la résilience. Le mot résilience vient du latin resilire, qui a donné ressaut, rebondir, résilier. Autrement dit, se débarrasser d'un contrat avec le passé, d'un contrat avec un malheur passé. Nous avons tous des ressources incroyables, certains le savent, d'autres ont besoin d'une aide extérieure pour en prendre conscience. La vie est faite de 80% de ce qui vous arrive et de 20% de ce que l'on en fait. Rien n'est impossible, nous avons tous la clé de la porte qui se referme. C'est à nous seuls de décider de l'ouvrir ou pas. L'obstacle peut simplement nous ralentir et pas nous arrêter. Tout est une question de détermination. La même situation peut être vécue de façon différente, selon qu'elle soit abordée par une personne optimiste ou par une personne pessimiste. Imaginez-vous un alpiniste qui, après avoir marché pendant plusieurs jours pour atteindre le sommet, se trouve bloqué à quelques centaines de mètres de son objectif. Il peut abandonner et redescendre jusqu'en bas, ou bien il peut commencer à descendre et chercher une autre voie qui lui permettra de finaliser son aventure. Être optimiste ne veut pas dire ne pas être lucide. Un optimiste est une personne d'action en pleine conscience. Il évalue les risques et agit en conséquence. Il connaît les dangers et décide de s'attarder sur les possibilités de réussite. L'homme d'État anglais Winston Churchill disait « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. L'opportunité de mieux se connaître, de vaincre ses peurs et de dépasser ses limites. » Certains disent que je n'ai pas eu de chance. C'est ce que j'ai cru au tout début. Finalement, au fil du temps, comme l'alpiniste, j'ai pris un autre chemin. Les difficultés que j'ai rencontrées n'ont fait que renforcer ma détermination. J'ai la chance d'avoir vécu deux vies, une avec des bras et une sans. Je peux ainsi comparer mes deux vies, et celle que je préfère n'est peut-être pas celle à laquelle vous pensez. J'ai donc décidé de vous parler de la deuxième phase de mon existence que je trouve beaucoup plus intéressante. À 29 ans, je suis en pleine force de l'âge. Je le suis toujours, je vous rassure. J'ai une vie bien remplie, marié, père d'une fille de 7 ans et une seconde à naître quelques mois plus tard. Un travail de nuit dans la police, une activité sportive à haut niveau en tant que judoka et une grande passion, la pêche. Le 23 mai 1988, je finis mon service de surveillance au Palais des Festivals à Cannes. Il est presque minuit. Je décide d'aller manger un morceau dans un restaurant où le gérant est un ami. Mais la ville est saturée en cette période cinématographique. Il est impossible de trouver un stationnement. Alors, je continue ma route et me dirige tout naturellement vers la rivière que je fréquente souvent pour taquiner le loup. J'ai d'ailleurs toujours ma canne à pêche et des vêtements de rechange dans mon véhicule. Il ne faut que quelques minutes pour que je capture un poisson de 500 grammes. Puis, dans le calme de la nuit, j'entends la chasse d'un carnassier sur l'autre rive. Je décide de tenter ma chance en me rendant de l'autre côté. J'emprunte les escaliers qui mènent à la passerelle piéton, qui longe la voie ferrée. Passerelle d'ailleurs que j'ai maintes et maintes fois empruntée. Dans ma précipitation, je commets une grosse erreur. Je ne prends pas le temps de replier ma canne à pêche de 4 mètres et à l'approche de la caténaire, un arc électrique se déclenche et me projette au milieu de la voie ferrée, entraînant une perte de connaissance de quelques secondes. La déflagration est tellement importante qu'elle est entendue à des kilomètres. Fort heureusement, Daniel, un ami pêcheur de longue date, se trouve à proximité. Il accourt immédiatement sur les lieux, attiré par le bruit et surtout inquiet.
de ne plus m'entendre malgré ses appels. Il me trouve étendu sur le sol, mes habits en flammes, se jette sur moi pour stopper le feu et me tire rapidement sur le côté des voies. Il ne sait pas encore que la ligne de 25 000 volts est coupée de Marseille à la frontière italienne. Durant un court instant, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Dans l'urgence de la situation, il saute du pont d'une hauteur de 5 mètres pour intercepter un véhicule qui s'engage sous l'édifice afin que les occupants alertent les secours. Je vous rappelle que nous sommes en 1988 et le téléphone portable est encore à ses débuts. Les premiers réseaux mobiles ont été créés en 1986. Je suis donc transporté rapidement à l'hôpital de Cannes par les sapeurs-pompiers. Mon état jugé trop préoccupant, je suis dirigé en ambulance vers l'hôpital de la Conception à Marseille. C'est au service des grands brûlés que je comprends la gravité de la situation. Tout d'abord, par les regards désespérés de mes visiteurs, et la tenue qu'ils devaient porter pour m'approcher, puis par l'impossibilité de lever mes bras, qui semblent peser une tonne. Je ne suis pas surpris quand le chirurgien vient m'annoncer l'opération qu'il va effectuer. Finalement, je me réveille avec 2 bras en moins et seulement 4 orteils au pied gauche, comme la Vénus de Milo. Je quitte le service des grands brûlés pour rejoindre le service orthopédique. Sur mon lit, je ne réalise pas trop ce qui se passe, même si les soins sont répétitifs et très douloureux. De l'extérieur, mon cas semble très grave et pourtant, mon comportement surprend mon entourage et le personnel médical, car je reste de bonne humeur et n'hésite pas à plaisanter. Les épreuves que nous traversons sont proportionnelles à notre potentiel. Il est facile pour moi de vous dire cela aujourd'hui. À l'époque, je ne le savais pas, mais peut-être mon inconscient, oui. Me retrouver inactif du jour au lendemain devient difficile à supporter. Alors, comme mon pied gauche ne me permet pas encore de marcher, je décide de reprendre l'entraînement en faisant des abdominaux sur mon lit. On ne sait jamais si un jour je reprenais le judo. Je n'ai jamais pu reprendre ce sport car je n'ai jamais trouvé de kimono avec des manches courtes. Une fois l'orteil cicatrisé, je peux déambuler dans ma chambre. Cette autonomie dans le déplacement m'amène devant une glace, ce qui me renvoie ma véritable image qui est un choc, car entre imaginer et voir, il y a un gouffre. Alors je ne peux pas m'empêcher de penser au documentaire de Patrick Segal. Il perd l'usage de ses jambes à 24 ans, ce qui ne l'empêche pas d'être un grand sportif et de voyager à travers le monde sur son fauteuil roulant. Mais malgré cette démonstration de résilience, il me paraissait impossible de surmonter l'amputation ne serait-ce que d'un seul membre. Je mets quelques jours pour accepter mon nouveau corps, j'essaie de l'apprivoiser, je m'y habitue petit à petit, car je me vois tous les jours et finis par ne plus être surpris. Mon état de résilience a vraiment commencé à ce moment-là. Pour se reconstruire, il ne faut pas nier le traumatisme, il faut l'accepter. Après quelques moments de doute sur une situation imprévue, mon esprit finit par se débarrasser des pensées négatives qui polluent mes journées. Je réalise que j'ai la chance d'avoir une famille, une fille, bientôt une deuxième, que je vais voir grandir, et 2 jambes pour me déplacer. Avant l'accident, courir était une corvée. Maintenant, c'est un privilège. Il suffit de changer sa façon de penser pour rendre les choses positives. Je commence à faire des entraînements dans le couloir de mon étage, puis tous les déplacements dans l'hôpital, je les fais en courant. Tout à coup, je me sens peu différent, j'oublie mon handicap, à tel point qu'un jour, lors d'un footing dans le couloir, un malade m'interpelle. Je pense qu'il va me demander ce qui m'est arrivé. À ma grande surprise, il vient se plaindre de l'amputation de l'auriculaire de sa main gauche. Dans son triste malheur, il ne s'était pas aperçu qu'il me manquait 11 doigts. Plutôt que de le lui faire remarquer, j'use de bienveillance en le rassurant. Il repart dans sa chambre sans ne rien remarquer. Je comprends que notre attitude peut changer le regard des autres. Après 5 semaines d'hospitalisation, je suis admis dans un centre de rééducation. Le centre Ster est en pleine nature. Il est situé à Lamalou-les-Bains, dans l'Hérault. Dès que j'en ai le loisir, je pars dans les bois m'oxygéner.
Je me souviens que la première fois où je suis parti courir, le personnel soignant s'est inquiété, ne me voyant revenir qu'après 1h30. Le sport m'a permis de rester en vie en aidant mon cœur à supporter une décharge de 25 000 volts et il est en train de m'aider à me relever. Courir devient de plus en plus facile. Il m'arrive de m'évader pendant plus de 3 heures. Suite à mon attitude positive, une infirmière vient me demander de rendre visite à un jeune amputé du bras gauche. Il ne sort pas de sa chambre, il n'accepte pas son handicap. Il est en pleine déprime. Je me rends donc volontiers devant son lit. En m'apercevant, son visage change d'expression. Tout d'un coup, il n'ose plus se plaindre. Nous discutons beaucoup, et surtout de sport. Il est rugbyman, discipline que moi-même j'ai pratiquée de mon adolescence. En partant, je lui donne rendez-vous le lendemain pour un footing, et à mon grand soulagement, il accepte. Nous faisons donc désormais notre entraînement ensemble. Nous traversons des situations qui nous font sourire. En effet, un jour que nous courons le long de la route, Philippe me devance de quelques mètres. Les automobilistes aperçoivent d'abord un coureur avec un bras, puis un autre sans bras. Quelle stupeur dans leur regard. Nous n'avons jamais pu trouver de coureur sans bras ni jambes pour compléter notre super équipe. Dommage. Depuis mon accident, c'est la première fois que je me sens utile et je réalise que j'ai peut-être un rôle à jouer dans la société, même avec mon handicap. Un an après l'accident, je reprends le travail sur un poste aménagé au commissariat de Sète. Il m'est inconcevable de vivre à la charge de la société. Je reste déterminé à reprendre un emploi et j'assure à mon employeur être à la hauteur du poste qu'il est en mesure de me proposer. Je suis affecté au standard, je manipule le clavier avec le pouce de la prothèse. Un effort important est nécessaire chaque fois pour lever mon bras artificiel de 3 kg, mais pas question de me plaindre. J'ai la chance d'avoir un emploi. Après un an d'utilisation, les prothèses doivent être contrôlées pour la garantie. Elles sont envoyées en Suisse. En attendant, mon prothésiste me confectionne une aide technique, simple emboîture prolongée d'un stylo, pour me permettre de tenir mon poste de travail. Ce matériel est plus confortable et me rend plus autonome. Je décide de ne plus utiliser les prothèses. En 1993, le commissariat de Sète est équipé de son premier ordinateur. Je m'adapte à ce nouveau matériel, tout en continuant à répondre au téléphone. De nombreux collègues sont réfractaires à cette nouvelle technologie qui les oblige à changer leurs habitudes. Ils tombent dans la facilité en disant « moi je ne sais pas, c'est trop compliqué ». Pourtant, il ne me suffit que d'un peu de travail pour apprivoiser cet outil dont on ne peut plus se passer aujourd'hui. Tout va donc très bien sur le côté professionnel, mais cela se dégrade sur le plan familial. Je divorce en 1995 et décide de revenir à Cannes, où j'ai gardé de nombreux amis et collègues de travail. Je rejoins ainsi l'équipe de la salle de commandement cannoise. Manipuler la radio, le téléphone et l'ordinateur ne me posent aucun problème. De plus, je connais bien la circonscription, j'ai patrouillé dans cette ville durant plusieurs années. Il y a des gestes pour lesquels j'ai besoin d'aide, notamment pour manger. Une collègue m'aide à me restaurer le midi sur mon lieu de travail. Un jour, elle doit s'absenter et demande à son amie Patricia de la remplacer. Patricia m'aide donc lors de ce repas et elle continue encore aujourd'hui après 26 ans de mariage. Je me souviens qu'un jour, une personne m'a dit après ma séparation « Tu ne pourras plus jamais refaire une vie de couple ». Pourtant, la vie en a décidé autrement. La course à pied ne m'a jamais abandonné et je la pratique tous les jours, week-end compris. Je participe à des compétitions au milieu d'athlètes valides, ce qui me permet d'oublier mon handicap et de le faire oublier aux autres. Je réalise des performances honorables sur différentes distances allant jusqu'au marathon. Ma différence commence à devenir une force, car je n'ai jamais réalisé de tels chronos avec mes deux bras. Je comprends que la motivation et la détermination associées au travail peuvent nous faire dépasser nos limites. Nous déménageons en Corse en décembre 2004. Je suis affecté à la salle de commandement, puis au service informatique du commissariat d'Ajaccio. Les routes et les chemins de l'île de Beauté deviennent mon terrain d'entraînement, mais des problèmes de genoux me contraignent à cesser ce sport en 2008. Je me dirige ainsi vers la natation, moins traumatisante, puis la nage avec panne. Je constate lors de mes entraînements que je peux évoluer dans l'eau avec les nageurs valides. Dans le milieu marin,
je suis plus à l'aise que sur Terre. Non seulement j'oublie mon handicap, mais il n'existe plus. Je décide de participer à une épreuve de 7 km dans le golfe d'Ajaccio. 14 nageurs sont au départ, je sors de l'eau en 8e position. Ma détermination à progresser me permet d'être vainqueur de cette épreuve l'année suivante. Je suis invité par Franck Bruno, président de l'association Bout de Vie, à un stage de plongée dans l'extrême sud de la Corse avec 6 autres personnes en situation de handicap. Au cours de ce stage, Franck remarque mon aisance dans l'eau et me propose de réaliser un défi pour son association. J'accepte bien évidemment. Un an plus tard, je traverse en 5h37 les Bouches de Bonifacio entre la Sardaigne et la Corse, soit une distance de 16 km. C'est à ce moment-là que je chausse ma première monopalme. De nombreux défis et compétitions de nage avec palme vont suivre. Un maître nageur de la piscine d'Ajaccio me fait part d'une épreuve en eau libre à Marseille, où le niveau est plus élevé qu'en Corse, car il y a de nombreux nageurs venus de tous les départements français et même de pays étrangers. Cette épreuve, baptisée Défi Monte Cristo, retrace l'évasion d'Edmond Dantès dans le roman d'Alexandre Dumas. Une évasion du château d'If pour rejoindre la plage du Rocaz Blanc à Marseille, située à 5 km. Cette fois, je suis au milieu de 600 nageurs. Et à ma grande surprise, et celle des organisateurs, je sors de l'eau en 3e position au classement monopale et en 8e position au classement général. Je suis attendu par un officiel qui, je pense, va me féliciter. Il m'interpelle et me dit « Ce n'est pas possible que vous soyez 3e. Il doit y avoir une erreur, car on ne vous connaît pas et vous n'êtes jamais venus ici. » Je m'empresse de lui répondre « C'est un peu normal, car pour venir de Corse, ça me coûte un bras. » Finalement, le classement par puce électronique confirme mon podium. L'année suivante, je reviens dans la cité phocéenne, plus motivé que jamais pour une nouvelle participation. Cette fois, au milieu de 700 nageurs valides, je termine encore 3e au classement monopale. Louis Pincy, le vainqueur de l'épreuve, m'interpelle sur le podium. « Tu nages vite, mais tu nages comme un fer à repasser. » C'est la première fois qu'une personne juge ma technique. Je ne suis pas surpris, car je me suis initié seul à cette nage et je n'ai jamais rencontré de spécialiste de cette discipline. Je vais te corriger et tu vas progresser. Je pensais avoir atteint le maximum de mes possibilités en compétition. 3 ans plus tard, je suis sacré champion de France vétéran 3 dans une épreuve valide. En 2016, j'arrive premier ex-aequo avec Louis dans une épreuve de 5000 mètres à Nice, au milieu de 350 nageurs. Pour la petite histoire, Louis revient d'Italie avec un titre de vice-champion du monde vétéran 3. Après avoir réalisé plusieurs traversées à la nage pour d'autres associations, je crée la mienne, l'association Le Dauphin Corse, pour aider des personnes malades ou souffrant de handicap à se reconstruire à travers des dons, des actions et des défis sportifs. En septembre 2020, je réalise mon dernier défi, une traversée de la mer Méditerranée entre la Corse et la ville de Mandelieu-la-Napoule. Cette traversée a également un but écologique. Il faut savoir que 80% des déchets retrouvés en mer proviennent de la terre et sont transportés par les cours d'eau. Ces déchets ont un effet dévastateur sur la faune et la flore. On cible souvent les embarcations, mais elles sont loin d'être seules responsables de la pollution marine. Durant ce défi, nous avons récolté tous les déchets trouvés sur notre parcours et les avons déposés au port d'arrivée pour être triés. Notre bateau sera équipé également d'un système de détection de cétacés afin d'éviter toute collision qui est une cause de leur disparition en Méditerranée. 700 collisions sont dénombrées en hiver et 2000 durant l'été. Le dernier défi réalisé, j'ai le sentiment d'être arrivé au bout d'un cycle sportif et relationnel sur l'île de Beauté. Je dois maintenant partager mon expérience avec un public plus large, ce qui m'amène à prendre la décision de retraverser la mer Méditerranée, mais cette fois en ferry, pour nous installer dans les Landes, un département que nous visitons régulièrement lors de nos vacances. Il me faudra très peu de temps pour me rapprocher de l'océan et retrouver un univers qui me permettra d'évoluer librement avec ma monopale. Toutes ces années m'ont fait comprendre que nous sommes responsables de notre vie. Nous avons le choix de faire ou de ne pas faire, de suivre un chemin ou d'en suivre un autre.
Je prends ma licence de nage avec palme au Pau Sub Aquapalm pour faire mes débuts de cette discipline en piscine. Un nouveau challenge s'ouvre à moi car je vais être confronté au virage culbute. Après quelques séances d'apprentissage, je finis par maîtriser cette technique, ce qui m'encourage à m'inscrire au championnat de France avec les nageurs valides, où j'obtiens plusieurs médailles dans ma catégorie d'âge. Ce nouvel environnement me met sur le chemin de l'association Andy Surf basée à Bayonne. Son cofondateur, Jean-Marc Saint-Jour, me convie à animer une conférence lors d'une journée de formation de futurs moniteurs de surf auprès des personnes en situation de handicap. À la fin de la conférence, Jean-Marc me propose d'essayer ce sport. Je le regarde en souriant, mais il m'assure que c'est possible. L'idée me plaît et me voilà embarqué dans un stage d'initiation à Hendaye un mois plus tard. Cette fois, c'est moi qui ai eu besoin d'une source extérieure pour y croire. L'idée de me permettre de surfer en restant allongé sur la planche, en étant accompagné d'un guide qui me lancera sur la vague. Dès mon premier essai, Jean-Marc est bluffé, car je suis à l'aise et maîtrise la trajectoire de la planche pour suivre la vague jusqu'au bord. Je ne peux pas dire que l'océan n'a pas de secret pour moi, car il faut rester humble face à son immensité et à ses caprices. Mais les longues années de pratique de nage me permettent d'avoir une certaine connaissance du placement dans les vagues. Je reste néanmoins concentré sur ma participation au championnat de France de nage avec palme en eau libre. Et j'obtiens une médaille d'argent sur la distance 3000 mètres en vétéran 3 et une médaille d'or au relais 4 x 1000 mètres mixte avec mon équipe de Pau. Lors d'une séance de dédicace, je rencontre Hervé Magnifica, surfeur et militaire à Bayonne. Il me propose de m'aider dans mes entraînements. Il me met en relation avec Édouard Dudoré. Il peut me permettre d'améliorer ma planche pour être plus autonome sur la prise de vague. Toutes ces rencontres associées à ma détermination, qui ne faiblit pas, me permettent de participer au championnat de France de parasurf quelques mois plus tard et d'obtenir une médaille d'or en catégorie Prom 2. Cet accident est pour moi une révélation. Je suis certain qu'il m'a été infligé pour que je remplisse une mission, pour que je sois ici, là, devant vous, aujourd'hui et surtout pour que je rencontre celle qui me rend heureux depuis 26 ans. Pour tout ça, merci la vie d'avoir décidé pour moi, quand il le fallait, ce fameux 23 mai 1988. Alors, coïncidence ou pas, je vous laisse juger. Le film d'ouverture du Festival du film cette année-là était le film de Luc Besson, Le Grand Bleu. Même si la vie ne vous fait pas de cadeaux, elle a le mérite de vous permettre de rebondir si vous restez positif.